Dans cette situation, je pose un couvercle sur la casserole. Réponse A. J'augmente la puissance de feu. Réponse B. Cette action permet à l'eau de bouillir 2 fois plus rapidement. Réponse C. 4 fois plus rapidement. Réponse D. Je vous rassure, cette vidéo ne sera pas un quiz géant sur vos connaissances en écologie. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de ces petits gestes du quotidien, applicables immédiatement ou quasiment immédiatement, et qui permettent de faire des économies d'énergie. C'est ce que l'on appelle les éco-gestes. Ils permettent à la fois de faire des économies d'argent, mais aussi de ressources. C'est d'ailleurs pour ça que l'on en parle aujourd'hui. Donc tout l'intérêt de cette vidéo, c'est d'éviter le gâchis en eau, en électricité, quand on se chauffe, quand on fait à manger, etc. Et vous avouerez que dans le contexte actuel, ce n'est pas une si mauvaise idée. Donc la question qui va nous tarauder un peu tout le long de cette vidéo justement, c'est comment faire des économies d'énergie, d'argent, sans vraiment impacter notre quotidien. Donc dans cette vidéo, on va vous parler de l'intérêt des éco-gestes. Il y aura aussi une grosse partie conseils et en fin de vidéo, je vous donnerai les ressources que j'ai utilisées pour fabriquer cette vidéo. Et donc que vous pourrez utiliser pour aller plus loin si le sujet vous intéresse. Sur ce, je vous laisse entrer parce que c'est ouvert. Le gaspillage, c'est plutôt un phénomène réservé. Non, attendez, on va changer de décor. Oh, voilà, on est un petit peu mieux à l'intérieur, il fait un petit peu plus chaud. Dehors, au mois de novembre, il faut avouer qu'il fait quand même un petit peu froid. Alors, le gaspillage, c'est plutôt un phénomène réservé aux sociétés de l'abondance. Les plus modestes d'entre nous le savent bien, chaque euro compte. Et sans doute qu'ils appliquent déjà des conseils qui sont présents dans cette vidéo. Tandis que lorsqu'on appartient aux classes moyennes ou aisées, eh bien, on s'en soucie un petit peu moins. Au-delà de la question financière, il y a aussi un intérêt écologique à réduire du mieux possible le gaspillage. Éviter d'utiliser des ressources qui sont pas ou mal utilisées. Bon, je dois bien avouer que jusqu'à la préparation de cette vidéo, je voyais les éco-gestes un peu comme de la fausse écologie. Or non, il est utile de le rappeler, tous les gestes comptent. En écologie, c'est l'alliance à la fois des gros travaux, comme la rénovation d'un bâtiment par exemple pour l'isolation, ainsi que les petits gestes du quotidien, qui sont nécessaires et donc importants. Alors attention, je fais là le parallèle entre les bénéfices écologiques et les bénéfices financiers pour le budget, mais ce n'est pas toujours le cas. Prenons un exemple. Si vous arrivez, grâce à vos efforts, à économiser 100 ou 200 euros sur différents domaines évitant le gaspillage, mais que vous utilisez cet argent économisé pour vous payer un aller-retour en avion pour aller au Portugal, eh bien le bénéfice écologique du départ pour avoir évité le gaspillage devient finalement clairement négatif. C'est tout le problème de ce que l'on appelle l'effet rebond. Ce concept, inventé par l'économiste Jevons, d'abord appliqué à la technologie, nous dit que en faisant des économies, eh bien finalement on va avoir un impact environnemental plus important que dans la situation de départ. C'est exactement ce que j'ai essayé de vous montrer avec l'exemple du Portugal. Ces conseils anti-gaspi ne devraient pas être appliqués uniquement pendant cette période d'inflation conjoncturelle où l'on perd du pouvoir d'achat, mais devraient être appliqués intentionnellement et définitivement dans le cadre de la lutte contre les problèmes environnementaux. Ces problèmes environnementaux, d'ailleurs deux principaux on va dire, le changement climatique et l'épuisement des ressources. Donc je vous invite, et prenez-le comme le premier conseil de cette vidéo, à prendre des notes des conseils qui vont suivre dans moins d'1 minute, et pourquoi pas à chercher à appliquer chaque nouveauté en les planifiant dans un petit calendrier. Bon, alors revenons-en à ces astuces pour économiser l'énergie. Et commençons par le chauffage, qui est l'un des postes les plus importants de production de CO2 à la maison. En fait, son impact environnemental dépend beaucoup de l'énergie avec laquelle vous vous chauffez. En France, l'énergie la plus utilisée, c'est l'électricité. En effet, près de 10 millions de foyers français se chauffent grâce à cette source d'énergie. Mais même si elle est pratique, elle reste quand même assez chère, 1 726 € par an en moyenne pour son coût, et assez polluante, environ 210 grammes d'équivalent CO2 par kWh.
Le fioul et le gaz ont aussi un certain prix et sont beaucoup émetteurs de CO2. Le bois est de loin la source d'énergie la moins polluante, avec 27 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, et aussi la moins chère, 811 € par an en moyenne. Bon, son seul désavantage, c'est qu'il faut de l'espace pour stocker le bois. Mais ça, c'est des histoires de gros travaux, et aujourd'hui, on va laisser ça de côté, c'était juste là pour une petite remise en contexte. Aujourd'hui, on s'intéresse vraiment aux petits gestes du quotidien. En premier lieu, on peut adapter la température de son logement selon les pièces. 17 degrés dans la chambre, 18 dans la salle de bain, 22 lors de son utilisation. Et puis dans les pièces à vivre, on peut régler le chauffage à 19, c'est suffisant. Si vous avez un peu froid, vous pouvez enfiler un pull, un deuxième pull, multiplier les couches, avoir des chaussettes, des chaussons qui permettent vraiment de se réchauffer, mais de manière totalement gratuite, c'est véritablement un gain économique. Pensez aussi à aérer les pièces, idéalement 2 à 3 fois par jour, notamment le week-end, environ 10 minutes à chaque fois, parce que l'air humide et renfermé est plus difficile à faire chauffer. En votre absence la journée, vous pouvez abaisser la température à 4 degrés et éteindre le ballon d'eau chaude. Vous pourrez les rallumer de toute manière à votre retour. Si votre absence est plus longue, vous pouvez passer en mode hors gel. Le logement sera alors entre 8 et 12 degrés. Ensuite, parlons eau chaude. Selon l'Agence de l'environnement, l'ADEME, la consommation d'énergie pour la production d'eau chaude sanitaire constitue 12% de la consommation globale d'énergie par les ménages. Pour réduire l'utilisation d'énergie prévue à cet effet, on peut installer des douchettes et des mousseurs sur les robinets afin de réduire leur débit sans même altérer notre confort d'utilisation. On peut aussi mettre le robinet en position eau froide par défaut. Deuxième grand domaine de consommation d'énergie dans nos logements et qui a subi une hausse des prix ces derniers mois, mais dont celui-ci a été bloqué à 4% d'augmentation par le gouvernement fin 2021, je parle bien sûr de l'électricité. En tant qu'individu, on peut agir sur 2 postes principaux. Bon, bien sûr, j'ai parlé du chauffage pour ceux qui se chauffent à l'électricité, mais il y a aussi évidemment l'éclairage et la consommation d'électricité de nos appareils électroniques. Donc en premier lieu, l'éclairage qui représente 5,6% de la consommation électrique des ménages selon le réseau de transport électrique RTE. Le premier geste est certainement le plus emblématique, c'est d'éteindre la lumière lorsque l'on sort d'une pièce dans notre logement et donc cette pièce devient inutilisée. Ensuite, on peut repousser le moment où on allume les lumières et profiter un maximum de la lumière du jour. Bon, c'est plus compliqué en hiver, mais c'est quand même possible jusqu'à 17-18 heures. En plus, il faut bien avouer que la lumière naturelle est quand même plus agréable. On peut aussi utiliser des lumières orientables pour certaines activités comme le bricolage ou lire par exemple. Ensuite, les appareils électroniques et électroménagers demandent de l'électricité mais aussi d'autres ressources comme de l'eau pour une machine à laver par exemple. On peut déceler 2 lignes directrices où on peut faire des économies. La première, c'est à l'utilisation des appareils et la deuxième, c'est des conseils d'entretien. D'abord, leur utilisation. Le premier geste facile à mettre en place, c'est d'éteindre vos appareils lorsque vous ne vous en servez pas, comme une télé par exemple, ou bien lorsque celui-ci a totalement terminé de charger, comme un téléphone portable. Et je parle bien de les éteindre totalement. Ne les laissez pas en veille parce qu'ils utilisent tout de même de l'énergie et finalement pour pas grand chose. D'ailleurs, si vous voulez retrouver d'autres conseils concernant les appareils numériques, je vous renvoie vers cette vidéo. Chose importante quand même, il ne faut pas hésiter à éteindre votre box internet lorsque vous êtes absent, que vous ne l'utilisez pas pendant une longue période comme la nuit, car c'est vraiment un facteur d'économie. Continuons avec le gros électroménager et d'abord le four électrique. Il est totalement possible, si vous en avez la possibilité, d'enchaîner les cuissons pour éviter de faire plusieurs préchauffages. Deuxième geste, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez une longue cuisson, vous pouvez arrêter votre four 10 minutes avant la fin de la cuisson et profiter de la chaleur résiduelle pour continuer à cuire ce qu'il y a à l'intérieur. On peut aussi faire des économies avec le lave-vaisselle. Lui, il est pratique, il permet déjà de faire des économies d'eau de 70% par rapport à un lavage de la vaisselle à la main. Mais 80% de son énergie qui est utilisée l'est pour chauffer l'eau. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le mode éco. C'est pareil pour la machine à laver. Vous pouvez utiliser le mode éco
et chauffer l'eau à seulement 30 degrés pour un linge peu sale. Et si vous avez un sèche-linge, pensez à y mettre du linge déjà bien essoré, car si jamais vous mettez du linge mal essoré, ça va demander de l'énergie supplémentaire pour que cet appareil le fasse. Retournons maintenant dans la cuisine pour s'intéresser aux deux appareils fétiches de cette pièce, le réfrigérateur et le congélateur. Ces deux-là produisent du froid et donc ce qui est important, c'est leur environnement. Qu'il n'y ait pas de source de chaleur à proximité comme une fenêtre bien ensoleillée ou un radiateur qu'on utilise en hiver. Pour ce qui est de la température idéale de ces deux appareils, je vous conseille 4-5 degrés pour le réfrigérateur, enfin le frigo, tout le monde dit ça, et moins 18 degrés pour le congélateur. Concernant l'entretien, il s'agit surtout de dépoussiérer vos appareils. Pour un écran, il s'agira d'utiliser un chiffon. Pour tout ce qui est grille d'aération, pour une box internet par exemple, il peut s'agir d'utiliser un aspirateur. Pour les lave-linges, lave-vaisselle qui contiennent un filtre, il peut s'agir de les nettoyer ou de le remplacer. Donc tout ça, ça participe au bon entretien et à rappeler, et c'est important, qu'un bon entretien permet d'avoir des équipements qui sont plus efficaces, qui utilisent moins d'énergie et qui durent plus longtemps. Dernier poste important où faire des économies d'énergie, l'eau. Voici quelques chiffres intéressants sur notre consommation. Chaque Français utilise en moyenne 143 litres d'eau par an pour environ un budget de 478 € par an. Mais alors, qu'est-ce que l'on fait de toute cette eau? Alors, les trois usages principaux, c'est la douche, 39%, 20% pour les toilettes, 10% pour la vaisselle. Voilà, donc on a déjà plus de la moitié. Et maintenant, je vous affiche les autres. Et vous voyez que la consommation pour boire, c'est seulement 1%. Donc, on peut clairement agir sur le reste et réaliser plusieurs dizaines d'euros d'économie par an. Commençons par la douche, qui est l'usage qui nécessite le plus d'eau dans notre quotidien. Alors j'ai une question pour vous. Quel est le rythme de votre toilette complète où vous faites tout le corps? Selon un sondage représentant les Français, on a ce résultat-là. Il faut bien avouer que dans notre monde actuel, le fait d'avouer que l'on ne se douche pas tous les jours n'est ni très sexy ni très valorisant. On se douche en général pour éviter de sentir mauvais, être en bonne santé, pour soi et pour les autres. Les spécialistes ne recommandent pas de se doucher tous les jours, parce que la peau n'a pas le temps de se régénérer naturellement. En fait, ce qui est important vraiment, c'est de le faire selon nos besoins. Si jamais on est quelqu'un qui transpire beaucoup ou pas, si on fait du sport ou pas, selon la saison, etc. La solution résiderait peut-être dans le fait de ne pas se fixer de rythme vraiment défini auquel on s'imposerait absolument. Ça dépend aussi du contexte, de ce qu'on a fait dans la journée. Par exemple, en été, quand il y a de la canicule, on va forcément rapprocher le rythme de douche par rapport à l'hiver. Les jours sans douche, il reste quand même important pour l'hygiène et pour la santé de passer un gant de toilette sur les parties génitales, les parties sensibles, celles qui émettent le plus d'odeur pendant la journée, pour rester quand même avec un bon niveau d'hygiène. En tout cas, je trouve passionnant d'interroger ce que l'on nous a inculqué depuis petit, les normes qu'on nous a données, etc. De les mettre en confrontation avec ce qu'on entend, par exemple, de la part des spécialistes, etc. Et de les mettre en confrontation et de voir, d'adapter en fonction de ça. Je suis certain que vous ne perdrez pas en niveau d'hygiène si vous faites ce conseil-là de d'espacer. Ça peut être un jour sur deux et l'autre jour seulement le gant de toilette. Et je pense que vous ne perdrez pas en niveau d'hygiène. En tout cas, vous pouvez partager votre expérience dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors bien sûr, ça c'est pas vraiment un éco-geste. Donc on va revenir sur le sujet de la vidéo. Donc concernant les autres gestes, il peut s'agir de couper le débit de l'eau, de l'arrêter totalement lorsque l'on se savonne les mains ou le corps, quand on est dans la douche ou lorsqu'on se lave les mains tout simplement. Concernant les toilettes, vous pouvez immerger 2 bouteilles d'une capacité de 1,5 litre afin de réduire le débit aussi quand vous tirez la chasse d'eau. C'est particulièrement intéressant si votre chasse d'eau est ancienne. Et puis il faut bien avouer également que lorsqu'on vient de faire pipi, il n'est pas très intéressant de prendre une chasse d'eau complète qui déverse beaucoup d'eau. Pour la vaisselle à présent, faites comme si vous vous laviez les mains. Lorsque vous frottez une casserole ou une assiette par exemple, coupez le robinet, ça vous fera une certaine économie. Et puis aussi, sachez qu'il n'est pas très intéressant et même c'est assez inutile de remplir d'eau chaude le bac
pour faire la vaisselle, parce qu'en fait c'est vraiment l'action de frotter qui enlève la crasse et pas du tout le fait moins de faire plonger. Donc on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Juste dernière chose, pour ce qui est de la première question qui était au début de la vidéo, certes c'était un peu une accroche, un peu une vanne, mais la réponse, il y avait vraiment une réponse, c'est la réponse B. Il faut mettre un couvercle sur la casserole quand on la fait chauffer, en particulier quand on fait bouillir de l'eau, et ça va 4 fois plus vite pour atteindre cet objectif. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste pour conclure rapidement, voilà, on a vu plein d'astuces différentes pour économiser de l'argent et des ressources, en particulier si vous avez une conscience environnementale. En tout cas, on peut joindre assez facilement l'utile à l'agréable. Juste 2 ressources supplémentaires si vous voulez poursuivre le sujet et que ça vous a intéressé. Un numéro de 60 millions de consommateurs, et plus particulièrement un hors-série, qui date de mai-juin 2020. Alors, évidemment, il est un peu daté, donc on ne le trouve plus en kiosque, mais sur leur site internet. Il y a un lien en description, ça coûte 5 € et des brouettes pour l'avoir en papier, livré chez vous, et 2 € en version numérique. Également, un podcast sur le sujet de la douche que j'ai développé tout à l'heure, qui est un podcast de Grand Bien Vous Fasse, que je vous ai déjà donné une référence dans un numéro précédent. Ce podcast est intéressant, ça dure à peu près 50 minutes, et sur ce sujet de la douche justement, est-ce que l'on doit se doucher tous les jours, vous aurez des avis d'experts dans ce podcast. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner les astuces que vous pourrez prendre dans les commentaires, à ouvrir le débat sur certains points sur lesquels vous n'êtes peut-être pas d'accord. Et puis sur ce, on va se retrouver dans quelques mois pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à la viande, un sujet qui n'est pas moins dénué de tension. Et puis la semaine prochaine, vous retrouvez le journal sur SenPem chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Salut! Dimanche prochain à 10 h, retrouvez le journal de Stephen Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.